pour l'émission Le Tour de la question, je reçois maintenant Thierry Lepan, qui est délégué interministériel à la francophonie. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, dans cette délégation interministérielle, vous êtes chargé de la lutte contre l'illettrisme et vous avez donc la direction de l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous donner les missions de cette délégation interministérielle et de cette association ? Alors en fait, nous, on est délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale. Chaque mot a son sens, puisque c'est après les événements de Charlie Hebdo que le Premier ministre de l'époque a considéré qu'il y avait effectivement une fracture sociale, mais qu'il y avait aussi dans le pays une fracture linguistique. Et donc il nous a demandé de coordonner l'activité de 11 ministères pour essayer de faire en sorte que des questions de langue française et de cohésion sociale puissent être présents dans tous les secteurs de la vie. Alors ça va du monde de l'entreprise, du monde culturel, les quartiers prioritaires politiques de la ville. On essaie, et les questions d'immigration par exemple, et on essaie de faire en sorte que des questions de langue française et de cohésion sociale puissent être clairement définies comme étant des politiques publiques. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise, puisque c'est ici le salon des comités d'entreprise. Pour y avoir été confronté il y a quelques années, on découvre quelquefois que dans l'effectif de ses collègues, il y a quelqu'un qui est en situation d'illettrisme et on comprend mieux tout ce qui s'est passé, les arrêts maladie pendant les formations, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est en place pour qu'une instance représentative du personnel, une direction d'entreprise puisse mener une enquête pour détecter les personnes en situation d'illettrisme et peut-être donner un profil d'une personne en situation d'illettrisme? Alors les choses sont maintenant clairement établies. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. On sait qu'une personne en situation d'illettrisme est dans l'emploi. Voilà. Ça veut dire qu'une sur 2 est en activité professionnelle. Très peu, bien évidemment, sont en formation. Il faut savoir qu'on a fait un sondage au mois d'août l'année dernière auprès de plus de 1000 entreprises et services publics, je tiens bien les deux, et on se rend compte que les managers nous disent, on a 85% des gens interrogés qui nous disent c'est un problème, il y en a dans mon entreprise, il y en a dans mon service, et j'en connais. Voilà. Bon. Quand on regarde cet aveu et qu'on leur demande mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire en sorte que cela puisse diminuer, la réponse est généralement trouble, mais seulement 14% mettent en place des plans de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Ça veut dire qu'il y a une vision parfaite du manager des difficultés que peuvent rencontrer les salariés concernés, mais que pour autant, on n'a pas de plan de prévention ni de plan d'action dans l'entreprise. C'est le paradoxe. Parce que la loi impose aux employeurs à ce que le salarié puisse maintenir son niveau de compétence et de connaissance tout au long de son déroulement de carrière. Et on se rend compte que 15 ans après une activité professionnelle, quelqu'un qui est rentré avec un CAP ou un BEP peut être en situation d'illettrisme. Ça veut dire que comme il a pu apprendre, il a pu désapprendre. Et là, on découvre... C'est la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme. Oui, oui. Là, on découvre que cette personne est en immense difficulté. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première raison, souvent, c'est que son environnement social s'est bouleversé. La deuxième raison, c'est qu'on se rend compte que ses acquis étaient en fait des mal acquis. Bon. Et puis, il y a cet exemple que je cite souvent d'une femme qui a voulu être coiffeuse, qui a passé un CAP pour obtenir son diplôme de coiffeuse et qui, pour des raisons X ou Y, n'a pas trouvé de travail dans la coiffure et qui travaille par exemple dans l'agroalimentaire. Et là, elle n'a pas besoin d'entretenir ses connaissances puisque c'est un autre métier. Et donc, elle désapprend comme elle ne maintient pas son niveau de connaissance. Alors, j'ai regardé aussi les plans de formation dans les entreprises, et notamment les plus grosses. On se rend compte de quoi ? Qu'on peut apprendre le mandarin, on peut apprendre l'allemand, on peut apprendre l'anglais, on peut apprendre l'arabe. Il y a absence de politique linguistique en ce qui concerne le français dans les entreprises de notre pays aujourd'hui, et notamment les plus grandes. Il n'y a jamais une ligne dans le plan de formation, maintien ou développement des acquis et des connaissances en matière de français, ni en termes de lecture, ni en termes d'écriture, ni en termes de calcul. Parce que dans notre tête, une fois qu'on a pensé que les gens avaient été scolarisés et donc ils avaient acquis des connaissances qu'on appelle entre nous souvent les savoirs de base, on pense que c'est acquis pour toujours, ce qui est une erreur. Voilà. Oui, c'est ça, parce que l'illettrisme, on devient illettré, c'est-à-dire
on régresse sur ce niveau-là du moins. Bah, on est en fait, moi j'aime pas le mot illettré parce que deux L, deux T, le préfixe il, c'est un mot barbare qu'il faut essayer de bannir de notre vocabulaire, mais il existe et il dit bien ce que c'est quand même, quoi. Oui, il y a des phénomènes qui sont aujourd'hui majeurs à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans la vie de tous les jours. On a pu acquérir des choses et les perdre. Alors, quelle est la psychologie d'une personne en situation d'illettrisme? Parce que ce qui est très difficile quand on le détecte, c'est d'aller le rencontrer et de lui dire, voilà, tu as ces difficultés-là, on peut t'aider. Et quelquefois, comme il n'ose pas l'avouer, il est très compliqué de les mettre sur les rails de du réapprentissage à l'écriture. Oui, c'est une vraie question. Alors d'abord, moi je pense que chaque fois qu'on est dans un processus de détection, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, on t'a repéré, on t'a vu, on sait que tu es en difficulté avec la lecture, avec l'écriture, avec le calcul, mais on ne dit rien d'autre, quoi. Voilà. Ça, c'est le pire de ce qu'on peut faire. Il faut à chaque fois qu'il y ait détection, qu'il puisse y avoir action. C'est-à-dire qu'en fait, on dise à la personne, voilà, vous avez une difficulté, vous êtes non pas illettré, mais en situation d'illettrisme, et là, on va vous aider. On va vous aider à réacquérir ou à acquérir des savoirs fondamentaux. Voilà. Alors, vous avez eu des responsabilités dans une organisation syndicale. Que conseilleriez-vous à des représentants du personnel, élus de CSE demain, CE encore pour quelques-uns aujourd'hui, de mettre en place dans le cadre du plan de formation? Est-ce que le comité d'entreprise, le comité social et économique, peut peser auprès de la direction pour mettre en place une formation spécifique pour ces types de personnel? Mais oui, il y a forcément des possibilités. Voilà. Moi, j'ai une formule qui vise à dire en parler, c'est déjà agir. Voilà. Il suffit dans une réunion avec l'employeur qu'il y ait un représentant du personnel qui lève la main et puis qui disent voilà, je m'interroge compte tenu des gens que je côtoie dans l'entreprise et de leurs difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul, que dans notre plan de formation ne figure rien du tout sur le réapprentissage. Là, forcément, ça crée un débat, quoi. Voilà, ça crée un débat et ça permet de briser un peu le tabou, de briser un peu le silence. Parce que le silence dans l'entreprise, il est co-organisé. Je ne mélange pas les responsabilités. Hein. C'est un tabou en plus. Mais, oui, mais il est co-organisé. C'est-à-dire que l'employeur, pour lui, c'est difficile de dire à ses clients « je fais les meilleurs produits du monde avec des gens qui ne savent pas lire et écrire ». Mais pour le salarié, c'est difficile d'aller voir l'employeur pour lui dire « je suis en difficulté à l'heure qu'il est, j'ai perdu ou je n'ai pas suffisamment entretenu mes connaissances en matière de lecture, d'écriture et de calcul ». Et donc, cette espèce de dualité entre des intérêts divergents, si on ne la pose pas sur la table, ça reste des intérêts divergents. Alors qu'il y a une convergence possible si on arrive à en parler. Et puis, il y a le médecin du travail, qui lui forcément, quand il vous met le petit cache pour voir et lire des lettres, il sait pertinemment que vous êtes en immense difficulté. Il y a l'assistante sociale qui peut rentrer aussi en contact avec son homologue dans les quartiers. On peut entourer la personne pour faire en sorte qu'elle maintienne ses niveaux de compétences et de connaissances ou qu'elle puisse à nouveau en acquérir. Parce que vous disiez dans une précédente interview que certaines personnes en situation d'illettrisme étaient de niveau bac. Oui. Et là, ça semble surréaliste. Non. Moi, j'ai connu, malheureusement, quand le groupe Molinex a fermé le 11 septembre 2001, j'ai regardé après avec la cellule de reclassement quelles étaient les personnes que l'entreprise classait dans les autres cas. Bon, et il y avait 14% de autres cas. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là que les autres cas, c'est des gens qui savaient plus lire, plus écrire, plus compter. Et j'ai demandé à avoir la liste des noms. Et il y avait des gens qui étaient chefs d'atelier, qui avaient un bac, et 15 ans après, qui ne savaient plus lire et écrire. Ce sont des gens, en règle générale, dans l'entreprise, extrêmement intelligents. Ils ont un savoir-faire et un processus de dissimulation de leurs difficultés avec des stratégies de contournement qu'on serait nous-mêmes incapables de mettre en place. Moi, j'ai connu des femmes qui mettaient des pièces dans des conteneurs. Le chef passait le matin, lui disait « Aujourd'hui, il m'en faut 400 dans chaque conteneur », alors que la veille, elle en avait 580. La veille, il y en avait bien 580. Le jour même, il y en avait bien 400. Et elle ne savait pas lire, pas écrire, pas compter. Sauf qu'elle avait visualisé, de par le rangement, ce que ça veut dire 400 ou ce que ça veut dire 580. Ce que nous, on sera incapable de faire. Alors, peut-être on va parler un petit peu de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Cet acteur-là, quel est son rôle? Et est-ce que les représentants du personnel, les directions d'entreprise peuvent entrer en contact pour avoir une action et avoir une expertise qui peut les aider à détecter et à sortir ces personnels de cette situation-là?
Alors, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, que j'ai l'honneur de présider, qui est basée à Lyon, c'est une petite équipe, hein, il y a 12 personnes. En fait, elle essaie de travailler sur ce que chacune et chacun n'a pas. Voilà. Elle met en commun des savoir-faire, des matrices, pour faire en sorte que les questions ayant trait à l'illettrisme et les solutions à y apporter puissent être connues de part et d'autre. Après, il y a tout le réseau des centres régionaux d'illettrisme et d'analphabétisme dans le pays, qui, eux, sont en contact direct des gens qui sont en demande. Et puis, il y a ce formidable outil du monde associatif qui, aujourd'hui, accompagne, alors dans les quartiers, mais aussi dans la ruralité, les gens qui sont en immense difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul. Alors, on peut joindre l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, évidemment, il y a un site internet, www.ancli.gouv. Non, c'est .fr. .fr. Ouais. Donc là, on a tous les renseignements et tout le process. Et puis, vous avez certainement des services, vous, Thierry, qui peuvent être joints pour conseiller, assister. Alors nous, on a un site, hein, c'est le site de la délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale, un site sur lequel on rend compte de notre activité et on essaie de mettre des sujets qui nous concernent en débat avec ceux qui nous font l'amitié de nous suivre à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les ministères. Et puis mon principal job, c'est essayer de faire en sorte que dans chaque ministère, il puisse y avoir une prise en compte de ces questions. Par exemple, sur politique de la ville, les quartiers prioritaires, on essaie en ce moment de créer avec l'agglomération Grand Paris Sud le premier service public de l'insertion avec à l'intérieur de ce service public les questions ayant trait à l'illettrisme. Ça ne sert à rien quand un jeune ou un plus âgé va à Pôle emploi pour chercher du travail. Si on se rend compte qu'il est en immense difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul, ça ne sert à rien de lui proposer un job, il ne pourra pas le tenir. Il faut l'amener dans un processus de formation qui lui permette d'être véritablement utile sur le marché du travail, utile pour lui et utile pour l'entreprise. Alors, parmi vos missions, vous m'aviez dit un jour que, suite à un courrier que votre maman avait reçu de France Télécom, vous aviez eu une idée de revoir la manière dont l'administration écrivait aux administrés. Alors, ça fait partie de mes missions, voilà. Il y a aujourd'hui une coupure manifeste entre ceux qui écrivent aux citoyens ordinaires et puis les citoyens ordinaires. Moi, j'ai ce fameux cas de la Poste, mais j'en ai un autre, hein, une dame qui m'écrit en me disant voilà, moi je voulais agrandir ma maison, je voulais faire un chien assis pour mettre de la lumière dans une pièce. J'ai reçu une lettre de l'architecte des Bâtiments de France qui fait 11 pages tapées, et qui conclut en disant vous comprendrez, madame, que ma culture c'est l'horizon. Voilà, une très belle phrase. Hein. Le texte de l'architecte des Bâtiments de France est d'une poésie extraordinaire, sauf qu'il ne répond pas formellement, de manière compréhensible, à la question qui lui est posée, c'est est-ce que je peux faire une fenêtre dans la chambre d'en haut ou pas, quoi. Voilà. Et des questions comme celle-ci, on en a plein. Alors, les services du Premier ministre travaillent pour essayer d'améliorer la communication avec les citoyens, mais quand on sait que demain, l'ensemble de nos démarches administratives se feront par Internet, hein, il y a 13 millions de Françaises et de Français qui, aujourd'hui, ne savent pas envoyer ou recevoir un mail. Ça veut dire que, imaginons que la Poste décide de supprimer 13 millions de boîtes aux lettres dans le pays. Voilà. C'est à ça qu'on va être confronté dans les années, dans les mois et les années qui viennent. Si on n'apprend pas aux gens à recevoir un mail, en envoyer un, et à comprendre ce qui est écrit sur le texte pour qu'elle puisse cocher les bonnes cases, on voit que là aussi, il y aura un sentiment d'abandon de la part des citoyens au regard des services publics qui, normalement, doivent s'adapter. Je rappelle que la règle dans notre pays, c'est que les services publics doivent s'adapter au niveau de culture et de maîtrise des compétences de base des citoyens et pas l'inverse. Oui, là, il y a un énorme travail à faire parce que la société évolue plus vite que finalement les citoyens. Oui, mais il faut que ça puisse marcher ensemble. Il n'y a rien de plus grave. Si on a un système d'outils informatiques extrêmement performant pour 80% des Français, mais qu'il y en ait 20% qui soient à la traîne et qui ne puissent plus communiquer avec les services dont ils ont besoin au quotidien. Voilà. Donc il faut faire en sorte que personne ne reste sur le bord de la route si on veut avoir des services dématérialisés qui soient performants et compatibles avec le niveau de culture et de maturation que peuvent avoir les citoyens dans notre pays. Oui, auquel vient s'ajouter les zones blanches où les gens n'ont pas accès à l'Internet parce que tout simplement il n'y a pas de réseau. Donc si on ajoute ça et ça, je veux dire, la volonté d'aller vers le 2.0 de plus en plus vite n'est pas suivie par le niveau de culture des citoyens et le niveau d'équipement des territoires. Oui, alors on a cru pendant des années que la fracture numérique était une fracture territoriale. Autrement dit, un nombre de poteaux, un nombre de paraboles. Ça existe, hein, je ne vais pas nier les évidences, ça existe. Mais la plus grosse difficulté, ce n'est pas celle-ci.
C'est une difficulté, mais la plus grosse difficulté, c'est pas celle-ci. La plus grosse difficulté, c'est l'appréhension qu'ont les gens, et notamment les plus âgés, mais aussi quelques jeunes, à appréhender l'outil informatique et à faire confiance à la machine pour que le document qu'elle envoie arrive bien au bon destinataire. Vous savez, quand vous faites ça avec un papier et un crayon, quand vous signez votre feuille d'impôt, quand vous regardez les choses, vous prenez le temps de regarder, puis vous signez, puis vous mettez ça dans une enveloppe, puis vous léchez le bras de l'enveloppe, puis vous mettez un timbre, puis vous allez le mettre à la poste. Voilà. Il y a un processus de certification des gestes qui est inné, et parce qu'on l'a appris depuis qu'on est tout petit. Bon. Aujourd'hui, appuyer sur une touche pour valider, alors que quand on arrive à la 4e page, on ne sait plus très bien ce qu'on a mis sur la première. Surtout si c'est les impôts qui écrivent, c'est incompréhensible. Oui, oui. Mais il y a beaucoup d'administration. Moi, je pense qu'une chose fondamentale sur laquelle on est en train d'essayer de travailler, moi, je crois beaucoup au langage professionnel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels, entre eux, ont leur langage. Voilà. Moi, j'ai une culture de chaudronnier. Si moi, je parle avec un chaudronnier, je lui dis, tiens, demain, je vais faire un cône de révolution, il va savoir ce que je vais faire. Le commun des mortels, s'il entend dire Le Pan va faire un cône de révolution, il va dire Le Pan va faire la révolution. Voilà. Mais entre chaudronniers, on va se comprendre. Le problème, c'est pas d'avoir un langage atypique, un langage particulier, un langage professionnel. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Le problème, c'est la transcription des langages. C'est comment est-ce que deux chaudronniers peuvent discuter ensemble, mais quand ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas chaudronnier, puissent transcrire leur volonté linguistique en des termes qui soient compréhensibles. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai aussi dans l'administration. Les impôts, ils ont leur langage. Voilà. Mais la CAF a son langage. La santé a son langage. Qui parlent entre eux dans leur profession avec leur langage, ça ne me gêne pas. C'est une vraie force. C'est une vraie force. Ça s'est construit au fil du temps. Après, il faut qu'ils sachent que dès qu'ils sont devant un patient, devant un client, il faut qu'ils aient un langage qui soit accessible. Et la langue française, c'est le langage, et c'est la langue des Françaises et des Français. Donc la prochaine fois que nous ferons une interview, on la fera en louche et bem. Et comme ça, on aura un langage professionnel, on fera une initiation à un langage professionnel. Thierry, je vous remercie de votre venue et de votre fidélité au salon, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez, avec des diverses responsabilités que vous avez eues. Je suis un peu chez moi ici. C'est chez vous, c'est chez vous. Merci Thierry, et on se donne rendez-vous peut-être pour un point d'étape dans un an sur quelles sont vos réussites, qu'est-ce que vous avez mis en place et est-ce que vous avez déjà des retombées, si vous pouvez mesurer le travail que vous avez fait pour sortir les gens de cette situation d'illettrisme qui est assez vital. Savoir lire, écrire, compter, c'est un permis de travail autant qu'un permis de conduire. Et aujourd'hui, on parle de créer des emplois, mais on peut traverser la rue, mais si on ne sait pas lire et écrire, on ne trouvera pas d'emploi, quoi. Non, il faut passer ce passage clouté. Oui, il faut trouver le passage clouté. Merci Thierry.